Ce récit m'a complètement retourné. Vraiment, j'ai eu l'impression de retenir mon souffle pendant des heures. On parle de La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson. C'est une exploration vertigineuse de l'art de l'attente, de l'immobilité en fait. Le mot qui me vient, c'est hypnotique. On suit donc Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur, un homme qui, on peut le dire, ne sait pas s'arrêter, toujours en mouvement. Et là, dès le début, on est projeté avec lui sur les hauts plateaux glacés du Tibet. Il n'y a pas de préparation, rien, juste le froid, moins 30 degrés, et le silence. C'est ça qui est fou. Cet homme qui a fait le tour du monde à vélo, traversé l'Himalaya à pied, se retrouve forcé de rester absolument immobile, pendant des jours, à guetter une bête qui ne veut surtout pas être vue. C'est presque une torture pour lui, on le sent. Sur Terre. C'est une apparition quasi divine. Pour bien comprendre le choc que ça représente pour lui, il faut revenir au point de départ. En fait, ce n'est même pas son idée. Non, tout part d'un pacte, d'une sorte de défi lancé par le photographe animalier Vincent Munier. Et lui, c'est déjà un personnage fascinant. Ah oui. Ce n'est pas juste un photographe, c'est presque un ermite, un homme qui a appris à se fondre dans la nature. Il est l'opposé exact de Tesson. L'un est dans l'explosion, la conquête, l'autre est dans l'effacement, le silence, la patience. Et Munier lui dit, en gros, le marché est simple. Prête-moi ta plume, et en échange, je te montrerai la panthère. Au départ, le projet a l'air presque banal, non ? Il doit juste écrire quelques textes pour un livre de photos. Sur le papier, oui. Une mission simple, sauf que l'expérience va complètement le dépasser. Tesson, il arrive là-bas avec son énergie, son impatience, ce qu'il appelle lui-même l'épilepsie moderne. Cette maladie qu'on a tous, de vouloir tout de suite, de ne pas supporter le vide. Exactement. Et là, il se heurte à une réalité brutale. L'affût, l'attente. L'affût, il faut qu'on décrive ce que c'est, concrètement. Dans ces conditions-là, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'une violence inouïe. Ça veut dire se lever avant l'aube, marcher dans un froid qui te brûle les poumons, trouver une petite crevasse dans un rocher et s'y terrer. Et ne plus bouger ? Ne plus bouger. Pendant 8, 10, parfois 12 heures. Ne pas parler, à peine respirer. Et juste regarder. Regarder un flanc de montagne vide, en espérant qu'une forme, une ombre, bouge. Mais comment on tient ? Je veux dire, physiquement, mentalement. On doit devenir fou, non ? Rester immobile par moins 30 degrés, je n'arrive même pas à imaginer. Lui non plus au début. Il décrit ça comme une agonie. Le corps qui crie, l'esprit qui cherche une distraction, un téléphone, n'importe quoi. Et puis, lentement, quelque chose bascule. Il est obligé de se rendre. Ah oui ? Et dans cette reddition, il découvre ce qu'il appelle un luxe inouï. Il a cette phrase incroyable, ce luxe de passer une journée entière à attendre l'improbable. C'est ça qui est fort. Il ne dit pas juste « Oh là là, nos vies modernes sont nulles ». C'est plus profond. C'est comme s'il suggérait que cette incapacité à attendre nous avait fait perdre un sens, une faculté de lire le monde, de voir les signes. C'est tout à fait ça. Il réalise que le monde sauval, il n'apparaît qu'à ceux qui savent s'effacer. Tant que tu t'agites, tant que tu fais du bruit, la nature se cache. Pour voir, il faut devenir invisible. Et donc, cette immobilité physique forcée, elle va provoquer une véritable explosion intérieure. C'est le paradoxe. Le corps s'arrête et l'esprit, enfin libéré, se met en marche. Et c'est là que les fantômes personnels arrivent. Oui, et le premier fantôme qui le hante, c'est celui d'un autre écrivain, Peter Matthiessen. Un Américain, oui. Il a écrit ce livre culte, Le Léopard des Neiges, où il raconte sa propre quête des décennies plus tôt. Et le détail qui obsède Tesson, c'est que Matthiessen, lui, il ne l'a jamais vu. Jamais. Après des semaines et des semaines de traque, il est reparti sans l'avoir vu. C'est la réaction de Matthiessen qui va tout changer pour Tesson. Quand on lui demandait s'il était déçu, Sa réponse est juste vertigineuse. il répondait simplement « non ». N'est-ce pas merveilleux ? Attends, mais est-ce qu'on y croit vraiment ? À cette idée que la quête est plus importante que le résultat, ou c'est une jolie phrase pour se consoler de l'échec ? C'est exactement la question que Tesson se pose. Au début, il trouve ça un peu facile, un peu pirouette. Mais jour après jour, dans le silence du Tibet, cette phrase infuse. Il comprend que Matthiessen ne parlait pas d'échec, mais de grâce. La grâce. La grâce d'avoir pu désirer quelque chose si intensément, la grâce de l'attente elle-même. Du coup, la panthère devient presque un prétexte.
Le but n'est plus de la voir, mais de mériter son apparition. Et c'est là que la quête de l'animal se mélange à une autre quête beaucoup plus intime. La panthère devient une sorte de réceptacle pour ses propres deuils. Oui, et le récit prend une tournure vraiment bouleversante. Dans cette immobilité, les souvenirs qu'il avait réussi à enfouir sous ses voyages, ils remontent tous à la surface. Il pense à sa mère, décédée quelques années avant. Et il y a surtout cette femme. Une femme qu'il a aimée. Il la décrit avec des mots magnifiques, comme une prêtresse des forêts. Une femme qu'il n'a pas su retenir. On sent une culpabilité, un regret énorme. Et la panthère, cette créature sauvage, insaisissable. Elle devient la métaphore parfaite de ces êtres disparus. C'est comme si chercher la panthère était une façon de convoquer ces fantômes. De leur demander pardon peut-être. C'est ça. Mais ce qui est incroyable, c'est que cette attente, elle n'est pas vide. Le Tibet n'est pas un désert. Pendant qu'il attend la reine, en fait, toute la cour se présente à lui. Ah oui, et de quelle manière? Chaque jour apporte son lot de miracles. Des troupeaux de yaks sauvages, des bêtes préhistoriques d'une tonne qui dévalent les pentes. Des loups de l'Himalaya, des renards du Tibet au visage presque carré, on dirait un personnage de dessin animé. Et puis il y a cet animal incroyable, le chat de palace, une sorte de gros chat boudeur qui a l'air perpétuellement de mauvaise humeur. Chaque apparition est un cadeau. C'est une récompense pour leur patience, oui, mais chaque apparition, aussi sublime soit-elle, ne fait que creuser l'absence de celle qu'ils attendent. Ça fait monter la tension. On se dit, mais est-ce qu'elle va se montrer? Est-ce qu'elle existe seulement? Et la façon dont il la décrit, enfin la façon dont les autres la décrivent, avant même qu'il ne l'ait vue, ça la transforme en mythe. Ce n'est plus juste un animal. C'est une déesse. Munier lui en parle avec une ferveur quasi religieuse. Il parle d'une apparition. Il explique que son pelage, c'est une marqueterie d'or et de bronze. Il dit qu'elle porte tout le paysage en elle, que son pelage a pris les couleurs des crêtes, de la neige, des ombres. Elle n'est pas camouflée dans le paysage, elle est le paysage. L'idée est folle. Et ça culmine avec cette phrase qui pour moi résume tout le livre. Tesson écrit « Je la croyais camouflée dans le paysage ». C'était le paysage qui s'annulait à son apparition. Waouh! Il faut s'arrêter là-dessus. Ça veut dire que quand elle est là, plus rien d'autre n'existe. La montagne, le ciel, le froid, tout s'efface. Le monde se contracte dans son regard. Et c'est face à cette perfection que le livre bascule. Il y a une réflexion d'une violence rare sur notre propre espèce. C'est le fameux miroir. D'un côté, cette harmonie, de l'autre, nous. Et là, Tesson, il n'y va pas de main morte. Il se demande à quoi ont servi des millénaires de civilisation, de génie humain, et sa conclusion est sans appel. Pour aboutir à l'embouteillage et l'obésité, c'est d'une noirceur terrible. C'est terrible. Est-ce que ce n'est pas un peu extrême comme vision de l'homme? C'est une question légitime. Mais je crois que ce n'est pas une posture intellectuelle, c'est un cri qui vient des tripes. C'est ce qu'il ressent, là, assis dans le froid, en contemplant un monde qui n'a pas besoin de l'homme pour être parfait. Il se sent comme un intrus. Il imagine même un dialogue silencieux avec la panthère. Oui, et ce qu'elle lui dit est accablant. C'est d'une poésie cruelle. Votre race est récente, la mienne immémoriale. La vôtre se répand, déséquilibrant le poème. Déséquilibrant le poème. C'est magnifique et terrible. L'idée que le monde est un équilibre parfait et que l'humanité est venue déchirer les pages. C'est le récit d'un paradis perdu. Complètement. Un monde où l'homme était un animal parmi les autres, et lui, il se voit comme un nettoyeur, un agent d'entretien de la destruction. C'est une prise de conscience d'une humilité absolue. Et donc, après des semaines d'attente, de froid, de souvenirs, la question finale, la seule qui compte, reste en suspens. Est-ce que cet homme, cet hyperactif forcé à l'immobilité, a finalement eu ce qu'il était venu chercher? Est-ce que le fantôme s'est montré? Mais en arrivant à la fin, on comprend que ce n'est plus la bonne question. La vraie question, ce n'est plus de savoir si lui, il a vu la panthère. La vraie question, c'est qu'est-ce que la panthère, elle, a vu en lui, en regardant cet homme immobile dans le froid? Si elle a vu un ennemi, ou si, pour une fois, elle a vu un être humain qui avait enfin appris à se taire. Et cette réponse-là, eh bien, elle ne se trouve que dans les toutes dernières pages. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description.
L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, Le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.